Eh bien, nous accueillons maintenant Jean-Pierre Mousset, premier secrétaire du Parti communiste français. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Cette fête de l'UMA est encore un succès. C'est la première fois que je viens. Donc c'est un vrai plaisir de me retrouver ici avec vous. Je voudrais à mon tour remercier les secrétaires fédéraux qui m'ont accueilli, Yannick Lecam, Aurélien Guillot, Philippe Jumeau, Ismaël Dupont, et puis aussi Catherine Kéry, votre présidente, la présidente qui n'a plus de voix à chaque fois, tous les ans, à la fête de l'UMA. Je vais faire la même chose, hein. C'est trop facile ça, de laisser son discours faire lire par quelqu'un d'autre. Et puis je voudrais aussi saluer, comme je l'avais fait à la fête de l'UMA cette année, l'ensemble des bâtisseurs et bâtisseuses, ces militantes et militants du Parti communiste sans qui il n'y aurait pas de fête de l'UMA à Paris comme ici chez vous, en Bretagne. C'est ça la magie de la fête de l'UMA et de notre parti. Bien sûr, je vais faire un petit clin d'œil à mes camarades qui ont chanté juste avant, Lénine, Renaud, Franck et Cyril, parce qu'ils sont du Nord, ils sont un peu de chez moi. Ce sont des artistes, ce sont aussi des militants. Ils ne s'appellent pas Lénine, Renaud pour rien, sans fossiles, mais avec marteau. J'espère qu'ils vous ont enchanté. Ce sont en tout cas des bons gars. Alors, merci de m'accueillir ici à l'occasion de votre belle fête de l'humanité. Et puis, de me donner l'occasion de découvrir tout ce que vous faites ici, vos combats, vos luttes, votre gastronomie. J'ai pu, en l'espace de 24 heures, déguster les huîtres, le kikafar, le couscous pourlette, qui est là-bas, le kouign-amann, le phare breton, et je vais avoir droit après au chouchen et au lambic. Il paraît qu'il y a de la pomme dedans. Aussi. Bref, vous êtes une région très riche par tous vos atouts, comme chez nous un petit peu dans le Nord-Pas-de-Calais, et ce sont ces régions avec une forte identité, un grand caractère et un gros cœur comme ça, comme on dit, qui font toute la richesse de notre pays. C'est pour ça que j'étais très heureux de pouvoir venir ici, parce que je savais que j'allais retrouver un petit peu de ce qu'il y a de chez moi. Et je ne parle pas que de la météo en disant cela. Je savais aussi que j'allais rencontrer des hommes et des femmes qui luttent, qui se battent pour leur dignité, le respect de la dignité humaine. La Bretagne n'échappe pas à toutes ces colères qui grimpent dans notre pays, car ici, comme dans toute la France, pouvoir vivre dignement de son travail quand on en a, c'est excessivement difficile. Cette colère, elle grandit à cause des politiques qui sont menées depuis 2 ans et demi par ce gouvernement, mais aussi par les gouvernements précédents, qui ont imposé tout simplement des politiques d'austérité à toutes les classes sociales de notre pays. Et je vais d'abord penser à ces femmes qui ont été d'ailleurs parmi les premières à occuper les ronds-points avec les gilets jaunes et qui ont poussé ce cri de colère si juste et en même temps terrible, parce que dans notre pays, les femmes aujourd'hui au XXIe siècle gagnent toujours 15% de moins à travail égal et 45% à la fin de leur carrière. C'est inadmissible. Et l'égalité femmes-hommes au niveau de salaire, c'est une des priorités du Parti communiste français. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer ici que nous avons l'ambition de tenir une grande conférence nationale le 7 mars prochain, la veille du 8 mars, pour justement faire porter cette colère qui est aujourd'hui portée par de nombreuses associations militantes, syndicales, politiques, communistes, mais aussi pour exprimer toutes les propositions que nous portons dans ce domaine. Et quand même, dans notre pays, en 40 ans, il y a eu 13 lois qui promettaient à chaque fois l'égalité salariale femmes-hommes. Il n'y en a eu aucune. Eh bien, nous en ferons une qui garantira l'égalité salariale femmes-hommes, et en l'espace de 2 ans, avec des contraintes fermes et sérieuses aux entreprises qui ne l'appliqueront pas. Je voudrais aussi
Pensez à ceux qui sont privés d'emploi, les chômeurs. Parce que là aussi, eux, ils vont payer les politiques d'austérité de ce pays, et c'est ce gouvernement-là qui les met en œuvre. Notamment avec cette nouvelle convention qui a été imposée aux partenaires sociaux et qui prévoit de faire 1,5 milliard € d'économies sur le dos des chômeurs. Eux, ils ont fait le choix de chasser les chômeurs et pas le chômage. Et c'est bien le drame de notre pays. Vous vous rendez compte, 1,5 milliard d'économies sur le dos de ceux qui n'ont déjà pas de travail. Sachant qu'aujourd'hui, un chômeur sur 2 n'est pas indemnisé, ne perçoit pas d'allocation de retour à l'emploi. Eh bien demain, avec cette nouvelle réforme de l'assurance chômage qu'ils ont mis en place, il y aura 500 000 chômeurs de plus qui ne percevront plus d'indemnité. Voilà la politique qu'ils mènent, c'est chasser les chômeurs, c'est pas chasser le chômage, c'est tout l'inverse que nous voulons faire. Nous voulons un emploi, un salaire pour tous, c'est le minimum et c'est ce que nous voulons garantir dans notre pays. Et puis, l'austérité, elle s'abat aussi sur ceux qui ont un travail, sur les salariés. Il y a les salariés de la fonction publique, les privilégiés, les fameux privilégiés, ces salariés de la fonction publique. Quand je pense qu'ils traitent de privilégiés les fonctionnaires catégorisés, les catégorisés dans notre pays, dans la fonction publique, qu'ils soient dans les collectivités et dans la fonction publique d'État, ce sont les plus petits salaires de la fonction publique. Ah, ils ont la garantie de l'emploi, mais ils ont 1 200 € net pour vivre. Et le gel du point d'indice, le gel des salaires qui leur a été imposé, fait que le salaire n'a pas évolué ces dernières années. Et il est prévu que ce salaire n'évolue pas dans les prochaines années. Qui fait qu'aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes, souvent des femmes d'ailleurs, qui se retrouvent en fin de carrière avec des salaires qui sont à 1 500, 1 600, 1 700 € net par mois. Voilà les privilégiés dont ils parlent et qui sont de la fonction publique. Eh bien, c'est à cause des politiques d'austérité, justement, que leurs salaires sont gelés. De la même manière, souvent, on les paye avec des primes. Et les primes, ça ne cotise pas à la retraite. J'ai découvert dans le rapport qui a été remis, justement, sur le Conseil d'orientation des retraites, sur la réforme des retraites, que les primes que perçoivent les fonctionnaires, elles étaient de 14% en 1981, elles composaient 14% du salaire en 1981, aujourd'hui, elles représentent 22% du salaire. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que de plus en plus, ils préfèrent distribuer des primes plutôt que d'augmenter les salaires, et qui fait qu'après, effectivement, il y a des trous dans les caisses de retraite, parce que ces primes ne cotisent pas. Et puis, il y a les salariés du privé. Et là aussi, les salariés du privé ont vu leur salaire gelé. Il n'y a pas eu de coup de pouce sur le SMIC depuis au moins 10 ans. Le SMIC est toujours, aujourd'hui, à 1 200 € net. Comment vivre dignement avec un tel salaire, que l'on soit du public comme du privé? C'est tout simplement impossible. Pouvoir élever ses enfants, prévoir des vacances, avoir des loisirs, avoir des activités culturelles, sportives. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre dignement avec un tel salaire. D'autant plus que dans le privé et dans de nombreux secteurs d'activité, les travaux sont difficiles. Ils ont désorganisé le travail, déshumanisé le travail à tel point que dans certaines entreprises, on demande à des hommes, des femmes, les salariés, de travailler comme des machines. Comme vous l'avez vu dans le film Les temps modernes de Charlie Chaplin, pour ceux qui l'ont vu. Ça existe encore. C'est même un recul en arrière. J'ai rencontré des salariés de chez Renault, de l'automobile, qui avant, quand ils travaillaient, quand ils faisaient leurs 8 heures, avaient une pause de 45 minutes, au cours de laquelle ils avaient le temps de manger, d'échanger, de discuter de leurs moments de bonheur, de leurs difficultés, de leurs détresses, de leurs problèmes de couple. Et puis ils en discutaient entre eux. Et puis ils pouvaient se réconforter. Aujourd'hui, ces temps de pause dans les entreprises,
dans les entreprises, dans l'industrie automobile, dans l'industrie ferroviaire, dans beaucoup d'industries. Ils ont complètement disparu. Aujourd'hui, ils travaillent de 5h à 13h, de 13h à 19h, et ils ont des pauses ça dépend des conventions, 2 minutes toutes les heures et demie, 5 minutes toutes les 2 heures, et c'est tout. Et pour manger, eh bien, comme ils ont des temps de travail en dehors des temps de déjeuner, eh bien, il n'y a plus de temps il n'y a plus les 45 minutes pour se retrouver et discuter ensemble. À tel point que dans ces entreprises, à l'usine Renault notamment, la revendication des syndicats, ça a été de faire baisser la température du café qui était servi à la machine à café. Parce que quand ils avaient un temps de pause de 5 minutes et qu'ils allaient à la machine à café, quand on était 3e ou 4e dans la queue et qu'on prenait son café, il était trop chaud, on ne pouvait pas le boire. Vous vous rendez compte un petit peu de la situation dans laquelle se trouvent certains des salariés de notre pays qui travaillent dans ces entreprises. Et avec en plus une segmentation du travail où tout est décidé, où ils doivent avoir des gestes très précis, millimétrés, parce que chaque seconde compte. Ils ont totalement déshumanisé le travail dans notre pays. Et ces salariés, bien souvent, sont au SMIC. Et ils exécutent ces tâches pour un salaire de misère. Comment voulez-vous qu'ils ne soient pas en colère contre cette société, contre ce monde qui les pousse à vivre de cette manière et parfois pendant toute une vie? Quand ils ne sont pas salariés en CDI, ils sont intérimaires. Et aujourd'hui, ce gouvernement a inventé le CDI-I, le contrat à durée déterminée, indéterminée, intérimaire. C'est un contrat indéterminé, intérimaire. C'est un petit peu comme si je vous proposais, si vous veniez vous marier à la mairie de Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord, et bien qu'on vous proposait un mariage en CDD. C'est un petit peu la même chose. Ils vous ont inventé le CDI intérimaire. Eh bien, en fait, ce sont des boîtes d'intérim qui prennent des salariés, leur font un contrat à durée indéterminée et ils les font déplacer dans les entreprises en fonction des demandes. Et quand il n'y a pas de travail, ils perçoivent les allocations chômage et c'est la société d'intérim qui les verse. Alors ça peut peut-être donner de la sécurité, mais le salarié doit être à disposition constante, permanente de la boîte d'intérim. Il peut être appelé le soir à 22h pour être embauché le lendemain à 8h. Ils ne peuvent rien prévoir. Ce sont essentiellement des jeunes qui prennent ces contrats-là, parce que quand on a une vie de famille, on ne peut pas faire ces contrats intérimaires. C'est ça aussi qu'ils sont en train de nous préparer dans notre pays. Les contrats intérimaires en CDI, nous n'en voulons pas non plus. Et puis, il y a aussi ces professions dans la fonction publique hospitalière, je pense aux infirmières, aux aides-soignants, ceux qui manifestent aujourd'hui depuis 4 mois et qui n'ont toujours pratiquement rien obtenu de ce gouvernement. Enfin, il a fallu la dernière manifestation incroyable, le 14 novembre dernier, pour que le président de la République daigne enfin s'exprimer sur ce sujet en disant « oui, nous allons prendre des mesures ». Enfin, la ministre de la Santé s'est penchée sur le malade. Mais le plan d'urgence qu'elle a proposé, excusez-moi, enfin c'est comme si on avait versé de la bétadine sur une fracture ouverte. C'est pas sérieux quand même. Elle propose 300 € de prime pour les aides-soignants de province. Et puis pour les soignants de l'Île-de-France, c'est 800 € de prime, histoire de diviser un petit peu les hospitaliers de Paris et du reste de la France. Quel mépris quand même. Et des primes, ils n'en veulent pas. Ils veulent des hausses de salaire, et rien que des hausses de salaire. Ils veulent qu'on réouvre des lits, parce que dans notre pays, ces 20 dernières années, on a supprimé 100 000 lits d'hôpitaux. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de queue dans les services d'urgence pour soigner ceux qui arrivent là? 100 000 lits en moins en l'espace de 20 ans. Est-ce qu'il y a eu 20% de moins de Français dans notre pays? Bien sûr que non. La population française est toujours en progression. Et donc ils demandent des réouvertures de lits. Ils demandent à ce que l'on stoppe les fermetures de services d'urgence, de maternité. Et je sais que vous, ici, en Bretagne, vous battez, vous aussi, chacun dans vos départements, pour vos hôpitaux publics. Et puis ils demandent à ce que la dette des hôpitaux publics soit reprise entièrement.
Il y a 30 milliards d'euros de dettes pour les hôpitaux publics. Quand ils font de la dette, les hôpitaux publics, c'est pas pour faire de l'investissement dans les paradis fiscaux, c'est pour acheter un scanner, c'est pour investir dans des plateaux technologiques. Eh bien non, cette dette, le gouvernement ne veut pas la reprendre. Enfin si, ils en ont repris 10 milliards. 10 milliards sur les 30. Et en reprenant 10 milliards de dettes, eh bien comme ça, ils paieront moins d'intérêts. C'est vrai, ça va leur faire gagner 800 millions d'euros d'intérêts par an, ces 10 milliards de dettes. Mais alors moi je leur ai dit, mais pourquoi vous ne reprendrez pas les 30 milliards? Ça ferait du coup 3 fois 800 millions d'euros qui seraient récupérés tous les ans. Et donc 2,4 milliards que les hôpitaux pourraient investir et qui leur permettrait d'augmenter les salaires. En tout cas, nous avons, nous, un vrai plan d'urgence pour nos hôpitaux. Nous avons une proposition de loi que nous avons écrite avec les personnels de l'hôpital public. Nous avons visité 160 hôpitaux publics. Oui, il faut un vrai plan d'urgence pour les hôpitaux publics dans notre pays. Bien sûr, je pense aussi aux cheminots que l'on a méprisés à un point quand ils ont refusé la privatisation de la SNCF, qui ont même réussi à organiser, pour résister, une grève originale, veillant à ne pas trop pénaliser ceux qui prennent le train pour aller travailler, avec cette grève perlée où il y avait 2 jours d'arrêt, 3 jours de reprise, etc. Ils n'ont été entendus sur rien. Ils ont été méprisés par ce gouvernement. Et voilà qu'aujourd'hui, on les pointe du doigt encore une fois en les traitant de privilégiés, en les traitant de terroristes qui vont prendre en otage les Français le 5 décembre prochain et en disant les régimes spéciaux pour les cheminots c'est terminé. Quelle honte que ce gouvernement de pointer à ce point les cheminots qui ont la passion de leur métier. J'en rencontre à chaque fois des cheminots qui me racontent ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment, quand on ferme des guichets dans les gares et qu'ils n'ont plus de travail derrière et qu'on les laisse dans des bureaux à ne rien faire. Je les rencontre, ceux qui donnent les départs de train sur le quai de la gare, qui ont la casquette et le sifflet, qui en sont si fiers. Je me souviens d'un d'entre eux qui m'a dit les larmes aux yeux, vous vous rendez compte, monsieur Roussel, ils vont m'enlever ma casquette et mon sifflet, c'était toute ma vie. Il perdait toute sa dignité en perdant ce travail. C'est ça qu'ils sont en train de faire aujourd'hui aux cheminots. Ils ferment les guichets, ils ferment des gares, ils ferment des lignes du quotidien, celles dont on a besoin dans le monde rural. Ils sont en train de privatiser ce service de transport des voyageurs et des marchandises, alors que si l'on veut lutter pour le climat, contre la pollution, nous avons besoin de trains qui roulent à l'heure, qui arrivent à l'heure et qui puissent transporter tous les voyageurs de notre pays. Oui, nous voulons la SNCF publique. Et je ne parlerai pas de la précarité, de l'austérité qui s'abat sur les étudiants, puisque ça a été très bien dit tout à l'heure par notre camarade de la jeunesse communiste. Mais effectivement, le drame survenu il y a quelques jours est inadmissible dans notre pays. Il y a une inégalité insupportable entre les étudiants qui ont des parents qui ont les moyens, et tant mieux pour eux, et qui n'ont pas besoin de travailler pour payer leurs études, et puis les étudiants qui n'ont pas d'autre choix, parce que les parents n'ont pas les moyens de leur payer un appartement, et ils doivent travailler à côté pour réussir leurs études. Ce n'est pas l'égalité. Il faut au contraire pouvoir offrir à notre jeunesse la possibilité de pouvoir étudier normalement, et tous à égalité. C'est quand même l'avenir de notre pays. Il faut donner les moyens à notre jeunesse, et oui, nous sommes à leur côté pour demander d'augmenter les bourses, qu'elles soient accessibles à un plus grand nombre d'étudiants, et qu'ils aient des logements dignes où ils pourraient étudier et en même temps pouvoir se loger à côté de leur faculté. Oui, soutien total aux étudiants de notre pays. Et puis, je voudrais aussi avoir un mot en direction des agriculteurs. Et je sais qu'ils sont nombreux ici en Bretagne, et je fais tout de suite la distinction entre ces grosses exploitations et les exploitations plus petites, à taille humaine, familiale, qui ont bien souvent du mal à subvenir à leurs besoins et à exercer leur profession. Les agriculteurs ont besoin de notre soutien, et ceux-là en particulier ont besoin de notre soutien. Je ne parle pas donc
de ces grandes exploitations à caractère industriel. Comme je le dis souvent, les fermes, oui, les usines, oui, mais les fermes-usines, non, pas du tout. Alors ça, nous n'en voulons pas. Et je pense notamment au poulailler industriel qu'on veut vous installer ici et contre lequel vous vous battez, et vous avez bien raison. Mais en revanche, il y a de trop nombreuses exploitations agricoles dans notre pays qui ont bien du mal à vivre de leur métier. Et les agriculteurs souffrent énormément. Ils souffrent d'abord de la libéralisation totale du marché, avec ces importations abusives qui viennent de tous les pays et aggravées notamment par les traités de libre-échange tels que le Mercosur et le CETA. Vous vous rendez compte que ce gouvernement a choisi de ratifier ces traités visant à importer des céréales, de la viande venant de certains pays d'Amérique latine ou du Canada, d'Amérique du Nord, avec des procédés qui sont interdits en France. Mais ces produits-là, on va quand même les importer. Et en France, on va traiter nos agriculteurs d'empoisonneurs. Mais enfin, on marche sur la tête. Les agriculteurs, ceux que je rencontre chez moi, quand ils me racontent ce qu'ils vivent, comment on les pointe du doigt maintenant quand ils sont sur leur champ, en les insultant parce qu'ils seraient tous en train de déverser des litres et des litres de pesticides. Ils me disent, comment nous serions des empoisonneurs parce que nos enfants, ils mangent ce que nous vous vendons. Ça veut dire que nous empoisonnerions nos propres enfants? Ils disent bien sûr que non. Les produits qu'ils utilisent, comme ils me le disent, ce sont des produits qui sont agréés, ce sont des produits qu'on leur enseigne d'utiliser quand ils font les BTS agricoles, quand ils vont dans les chambres d'agriculture. Si ce gouvernement et d'autres, si des associations et ce gouvernement jugent que certains produits sont nocifs pour la santé, si des pesticides provoquent des cancers, ils nous le disent, ces agriculteurs, comme moi je le dis ici, il faut les interdire, mais il faut accompagner les agriculteurs pour qu'ils puissent utiliser d'autres produits ou d'autres moyens de produire l'agriculture en France. Il faut soutenir l'agriculture française pour qu'elle produise des produits corrects, pour qu'elle produise en France et pour que nos agriculteurs puissent en vivre dignement avec un vrai revenu. Alors, bien sûr, ces politiques d'austérité, je pourrais vous citer comme cela différentes professions, différents services publics. Je pense aussi à la question du logement. Depuis que ce gouvernement est arrivé au pouvoir, ils ont, par exemple, en matière de logement, décidé de supprimer 1,5 milliard d'euros de dotation aux bailleurs sociaux, aux HLM. Du coup, les HLM, ou ne construisent plus, ou moins, ou ne réhabilitent plus, ou moins de logements. Ce qui fait qu'il y a une vraie crise de logement dans notre pays. Et à chaque fois, ce gouvernement nous explique qu'ils n'ont pas d'autre choix. Effectivement, à cause de leur politique, il n'y a pas d'autre choix. Pourquoi font-ils tout cela? Pourquoi font-ils peser 1,5 milliard d'économies sur les chômeurs, sur les logements sociaux, sur les cheminots, sur la santé publique? Mais c'est pour payer tous les cadeaux qu'ils ont faits aux riches. Ils ont fait 12 à 15 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux plus riches de notre pays. C'est ça ce qui se passe dans notre pays. Macron n'a jamais été autant le président des riches que cette année. Il a continué ses cadeaux fiscaux aux plus riches de notre pays. Vous avez en tête la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Il aura supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune. Il aura supprimé la taxe sur les dividendes qui existait jusqu'en 2017. Il a mis en place la flat tax. Ça ne vous parle pas la flat tax, hein, mais nous à la commission des finances, on sait ce que c'est la flat tax. La flat tax, c'est qu'ils ont plafonné les impôts des plus riches à 30%. Voilà, les riches ne payent pas plus que 30% d'impôts sur tous les revenus qu'ils touchent. Alors que nous, sur notre grille d'impôts sur les revenus, ça va jusqu'à 46%. Voilà. Et bien les riches, non. Eux, c'est bouclier fiscal. Au-dessus de 30%, ils ne payent plus d'impôts sur le revenu. Tout ça, ça coûte des milliards et des milliards d'euros au budget de l'État. Et c'est à cause de cela qu'ils font des politiques d'austérité pour tout le reste, pour la grande majorité d'entre nous. Résultat des courses. En 2 ans,
le nombre de Françaises et de Français vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté. Il y a aujourd'hui 9 400 000 de nos concitoyens qui vivent sous le seuil de pauvreté, 400 000 de plus en 2 ans. C'est totalement inacceptable. Dans la même période, les 500 fortunes les plus riches de notre pays, les Bernard Arnault, Gérard Mullier et consorts, les 500 fortunes les plus riches de notre pays ont vu leur patrimoine passer, écoutez bien, de 570 milliards d'euros à 700 milliards d'euros. En 2 ans, ils ont gagné 22% de plus. Eh bien, nous, au Parti communiste français, on demande une hausse du SMIC et des pensions de 22%. Même tarif. Non, mais dis donc. Imaginez-vous bien que Bernard Arnault, le grand copain de M. Macron, à tel point que sa femme, Brigitte, va pouvoir retourner dans une école privée payée par Bernard Arnault, redonner des cours parce que ça lui manque, elle ferait mieux d'aller dans les écoles publiques à qui on retire des moyens. Eh bien Bernard Arnault, qui n'a pas eu assez de cadeaux, qui a vu sa fortune personnelle à lui augmenter de 35 milliards d'euros, eh bien Bernard Arnault ne payera plus de taxes d'habitation. Oh. Eh oui, parce qu'il supprime la taxe d'habitation, il vous présente ça comme un cadeau à nous tous, peut-être, mais à lui aussi. Et c'est dans le paquet commun. Bernard Arnault ne paye plus d'impôts sur la fortune, ne paye plus de taxes sur les dividendes et ne payera plus de taxes d'habitation. Merci Bernard. Voilà. Eh bien, en plus de ça, Bernard, vous savez ce qu'il fait? Il ne présente pas ses comptes, les comptes de son entreprise filiale Bernard Arnault SA. Comme toutes les entreprises, ils ont l'obligation de présenter leurs comptes. C'est une question de transparence. C'est comme ça que l'on lutte contre l'optimisation et l'évasion fiscale. Et lui, dans le genre, c'est un champion. Eh bien, il ne présente pas ses comptes. Il a l'obligation légale, mais il ne le fait pas. Et il ne le fait pas parce que si on l'attaque au tribunal, eh bien, il a une amende à payer de 1 500 €. Je peux vous dire qu'il est tranquille. Hein. Eh bien, j'ai déposé un texte de loi pour les obliger à présenter leurs comptes, et s'ils ne le font pas, ils paieront 2% de leur chiffre d'affaires. Et pour bien montrer que ce sujet est important, j'ai assigné en justice Bernard Arnault pour l'obliger à présenter ses comptes. On ne le sait pas encore, mais vous allez le savoir la semaine prochaine. Et Bernard Arnault sera convoqué au tribunal le 5 décembre prochain. Ça va être sa fête à lui aussi. Je profite de le dire ici parce que je crois que les journalistes y sont partis. Parce que normalement j'avais dit que je réservais ça à BFM. Tout ça pour dire que si on veut aller chercher l'argent, il est là. Il est là l'argent. Bernard Arnault, les 500 plus grandes fortunes, les entreprises du CAC 40, ces 40 plus grandes entreprises cotées en bourse. Je lisais dans Le Figaro, les pages saumon, les meilleures. Et pas parce que c'est du saumon. Je vous invite à lire Le Figaro. C'est gonflé de dire ça à la fête de l'humanité. Mais après avoir lu l'Humanité, je vous invite à lire Le Figaro. Il disait sur les dividendes en 2019, ça va mal. En 2019, ça va mal. Car les actionnaires du CAC 40 attendent 107,7 milliards de profits cumulés en 2009, alors qu'ils en attendaient 111 milliards. Mais 107 milliards, ça fera quand même une hausse de 4,5 par rapport à 2018. Non mais ils sont gonflés les mecs quand même. C'est jamais assez pour eux. Donc entre la fortune des 500 plus grandes fortunes de France, entre les actionnaires du CAC 40, 107 milliards de dividendes pour 40 entreprises cotées en bourse. Et entre ceux qui font de l'évasion et de l'optimisation fiscale, qui nous coûtent 80 à 100 milliards d'euros par an, je peux vous dire que du gras dans notre pays, il y en a. Et nous, ce qu'on dit, c'est que tout le monde doit payer le même impôt, que les gros payent gros et que les petits payent petits. Voilà. Quand je dis les gros, je parle des grosses entreprises. Hein. Je dérape pas. Et de l'argent pour quoi faire?
mais pour nos services publics, pour nos hôpitaux, pour nos cheminots, pour relever le défi climatique. J'ai fait une proposition dans ce domaine à la fête de l'humanité. Nous avons besoin d'investir massivement dans l'industrie pour qu'elle se modernise et qu'elle respecte les ressources naturelles. Nous avons besoin d'investir massivement dans l'énergie pour développer les énergies renouvelables. Nous avons besoin d'investir massivement dans l'agriculture pour accompagner nos agriculteurs sur d'autres modes de production. Tout cela va nécessiter beaucoup d'argent. Nous proposons, nous, de créer un fonds dédié à la révolution écologique que nous voulons. Un fonds de 100 milliards d'euros qui pourrait être financé à parité entre les industriels et en même temps en empruntant à taux négatif auprès de la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne prête à taux négatif aux banques. Ça veut dire que quand les banques empruntent, eh bien, au final, elles gagnent de l'argent parce qu'elles remboursent moins qu'elles ont emprunté. C'est ça les taux négatifs. Pourquoi ne pourrions-nous pas, l'État, directement emprunter à taux négatif et abonder ce fonds pour relever le défi climatique et écologique qui est devant nous? Ça, ce sont des choses sérieuses et c'est ce que nous proposons. Au lieu de faire du bricolage comme j'entends ici ou là par certains qui ont parfois des propositions un petit peu abracadabrantesques. Je pense notamment, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire-là, je l'avais racontée pendant les européennes. Vous savez, il y a des... Je ne vais pas dire du mal de mes amis verts parce qu'ils ont beaucoup de bonnes propositions en matière écologique. Mais dans une ville, les verts de la commune ont dit qu'il faut arrêter les pesticides pour lutter contre les pucerons qu'il y a sur les rosiers et les arbres. Parce que les pesticides contre les pucerons, c'est pas bon. Il faut mettre des coccinelles. C'est bio. Et les coccinelles, ça mange les pucerons. Et on n'a pas besoin de pesticides. Oh, c'est vrai, c'est une bonne idée, c'est mieux. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, sur Internet, ils ont commandé des coccinelles. Elles viennent d'où, les coccinelles? De Chine. Bilan carbone, nul. Enfin non, très élevé. Mais en plus de ça, les coccinelles qui viennent de Chine, quand elles sont arrivées en France, on s'est rendu compte de quoi? Elles mangent des coccinelles françaises. Ah, franchement, ça doit être des camarades, les coccinelles de Chine. Elles bouffent les coccinelles françaises. Comme quoi l'écologie, ça peut pas être des principes comme ça. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On a besoin d'investir dans l'industrie, dans des services publics, dans le fret. Voilà. Ça, c'est de l'écologie acceptable. De la même manière, la taxe carbone, c'est de l'écologie punitive. Qui a fait du mal. Heureusement qu'avec la mobilisation des Gilets jaunes, on a réussi à la faire sauter. Mais quand là, ils veulent mettre une taxe sur le gazole non routier des entreprises du bâtiment, eh bien, oui, je le dis, nous sommes avec eux, parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable pour ces petites entreprises qui ont parfois du mal. Donc, il faut leur donner les moyens, ou les accompagner, ou leur donner des tracteurs qui roulent sans gazole, mais il ne faut pas taxer le gazole non routier tant qu'on ne donne pas les moyens à nos petites boîtes de les accompagner dans cette révolution écologique qui est nécessaire dans notre pays. En tout cas, l'écologie, le défi climatique, ce n'est pas des petites propositions, c'est une véritable révolution qu'il faut mettre en œuvre et c'est ce que le Parti communiste propose. Oui à la révolution écologique, le capitalisme vert, ça n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est une révolution profonde et remettre en cause le capitalisme au profond. Et puis, quand je dis qu'il y a de l'argent dans notre pays, je finis juste là-dessus parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est le combat contre l'arme nucléaire. Parce que l'arme nucléaire, aujourd'hui, elle coûte cher à notre pays. Ils ont décidé, dans le plan de financement de l'armée 2018-2025, dans les 7 ans qui viennent, d'investir 35 milliards d'euros de plus dans l'armée et la modernisation de l'arme nucléaire. Et nous avons compté la part qui revient à la modernisation de l'arme nucléaire, c'est 15 millions d'euros par jour que la France dépense pour moderniser son arme nucléaire. 15 millions d'euros par jour. 15 millions, c'est le prix d'un lycée, c'est le prix d'une maternité. Vous ne pensez pas que l'on pourrait mettre ces moyens au service, justement, de ces besoins indispensables pour notre pays? Non à l'arme nucléaire. Il faut sortir de l'arme nucléaire.
Enfin, et c'est bien sûr le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, la question de la retraite. Nous sommes à quelques jours d'un rendez-vous très important pour défendre notre système de retraite, mais pas que. D'abord, il faut que nous soyons le plus unis possible pour dénoncer cette réforme de retraite que prévoit le président Macron. Jamais dans notre pays, il n'y a eu de réforme de retraite aussi dévastatrice que celle qu'ils envisagent de mettre en œuvre. Parce que leur réforme de retraite va toucher tout le monde, tous les salariés, du public comme du privé, du cadre à l'ouvrier, aux infirmières. Tout le monde va être impacté. C'est bien pourquoi la contestation est forte dans notre pays. Parce que chaque profession a fait ses comptes. Et ils ont bien vu qu'ils allaient y perdre. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai été lire le rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui a fait les préconisations au gouvernement, qui dit, le gouvernement dit de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est où il faut travailler plus longtemps, ou il faut cotiser plus longtemps. Et dans les deux cas, il y a plus longtemps. Il ne faut pas nous prendre pour des babages, comme on dit dans le Nord. Ça veut dire que vous voulez nous faire travailler plus. C'est ça qu'ils veulent nous faire faire. Travailler plus longtemps. Alors que nous disons que l'allongement de la durée de la vie, ça ne doit pas se traduire par travailler plus longtemps, forcément. Ceux qui veulent travailler plus longtemps, pour le plaisir, je dirais, qu'ils le fassent. Mais il nous faut, nous, garantir une vraie retraite dès 60 ans, et avec une bonne pension, et permettre à tous ceux qui veulent partir en retraite dès 60 ans de pouvoir le faire. Parce que l'allongement de la durée de la vie, ce ne doit pas être un problème pour la société, ça doit être une chance. Enfin, l'espérance de vie en bonne santé, elle est de 62,4 pour les hommes et 64,7 pour les femmes, qui vivent toujours plus longtemps que les hommes. Tant mieux pour elles, tant pis pour nous. Mais si on peut vivre en bonne santé, en moyenne, jusqu'à cet âge-là, comment nous faire travailler au-delà de cet âge-là? Ça veut dire quoi? Ils veulent des retraités malades? C'est ça qu'ils veulent? Nous disons au contraire que partir en retraite à 60 ans, c'est de faire de ces belles années, après 40 années au travail, les plus belles années de sa vie. C'est de faire de chaque retraité, c'est permettre à chaque retraité d'être un retraité épanoui qui va aussi apporter quelque part beaucoup à la société. Parce qu'un retraité qui part à 60 ans, vous devez en connaître, comme moi, autour de vous, ils s'engagent dans la vie associative, ils s'occupent de leurs petits-enfants, parfois ils adhèrent au Parti communiste ou à la CGT, et ils continuent de militer, ils s'engagent dans la vie locale, ils sont une chance, une richesse pour notre pays, les retraités. Et quand ils partent tôt en retraite, avec une bonne pension, ils apportent beaucoup à notre pays. C'est bien pour ça que nous voulons garantir la retraite à 60 ans avec une pension qui ne soit pas en dessous du SMIC. Le combat du Parti communiste français, ce sera de dire non à la réforme Macron, mais oui à la retraite à 60 ans avec une pension qui ne soit pas en dessous du SMIC. En fait, ce qu'ils veulent faire, ils veulent nous faire revenir dans les années 70-80. Macron, c'est pas en marche, hein, c'est en arrière toute. Parce que je lisais ça dans un article récent. C'est la gauche en 81 qui fait la retraite à 60 ans. Et juste avant, elle était à 65. Et ils veulent nous faire revenir à avant 81. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Et donc, nous devons, nous, faire en sorte de conserver cet acquis bien précieux pour notre pays. Alors on nous dit, mais c'est pas finançable. Bien sûr que si, que c'est finançable. C'est justement le cœur de la question, c'est le financement de ces systèmes de retraite. Eux, ils veulent faire financer les retraites que sur le travail et en demandant aux salariés de travailler plus longtemps. Et nous, on dit non. Il faut élargir le financement en faisant payer le capital. Il n'y a pas de raison. Bien sûr, nous disons comme tout le monde qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de retraités que d'actifs, grâce à l'allongement de la durée de la vie.
Mais ça veut dire qu'il faut donc élargir le financement de notre système de retraite. Et donc nous demandons de taxer le capital et les revenus financiers. Et je vais vous donner un chiffre. Les revenus financiers perçus par les actionnaires, les riches, les Bernard Arnault et compagnie, en 2018, ils ont touché 298 milliards de revenus financiers. 298 milliards de revenus financiers. Ces revenus financiers ne cotisent pas à notre système de retraite, comme chacun d'entre nous sur sa fiche de paye. Nous, sur notre fiche de paye, cotisation employeur 10% et cotisation salariale. Eh bien, eux, cotisation du capital, 0. Eh bien, nous faisons une proposition, c'est de faire en sorte que les revenus financiers cotisent au même titre que nous, 10% sur 300 milliards, c'est 30 milliards tout de suite qui rentrent dans les caisses de retraite, et il faut taxer le capital et pas le travail. Bien sûr, nous proposons aussi d'atteindre la parité homme-femme en 2 ans, comme je le disais tout à l'heure, ce qui rapporterait tout de suite 6,5 milliards dans les caisses de retraite. Et nous proposons aussi, et c'est un objectif que tout gouvernement devrait avoir, c'est de créer 3 millions d'emplois dans les 5 ans qui viennent. Qui peut se satisfaire du taux de chômage qu'il y a dans notre pays? Macron dit toujours, l'emploi repart, le chômage baisse, d'accord, mais où concrètement? Nous voulons véritablement créer 3 millions d'emplois dans notre pays, 2 millions dans l'industrie, 1 million dans nos services publics, 2 millions dans l'industrie pour justement relever le défi écologique, relocaliser la production de biens industriels ici, et un petit clin d'œil pour les camarades de Amiens, Whirlpool, où le président, on va leur dire, bah oui, mais c'est la faute à pas de chance, hein, si on ne fait plus de lave-linge en France et qu'ils sont produits en Pologne. Mais enfin, on marche sur la tête. Un président de la République qui dit, c'est pas grave si on produit les lave-linges en Pologne. Mais enfin, nous, on veut produire des lave-linges, des frigos, des machines à laver, des télévisions en France, circuit court, produire local, produire français, c'est bon pour l'emploi et c'est bon pour la planète. Voilà comment on peut créer 2 millions d'emplois dans notre pays. Enfin, sachez une chose, c'est qu'il y a un vrai coup d'État en Bolivie, que ce qui se passe là-bas est extrêmement grave, c'est un coup d'État fasciste, raciste, où on poursuit et persécute les indigènes, et où les élus députés du parti d'Evo Morales sont aujourd'hui emprisonnés et arrêtés. Nous allons mener une campagne de solidarité avec la Bolivie, et j'ai proposé que le Parti communiste français invite une députée du parti d'Evo Morales à venir en France pour nous expliquer ce qui se passe dans son pays, pour qu'il y ait une grande campagne internationale en faveur du peuple bolivien. Et de la même manière, je lancerai une campagne en début d'année en faveur du peuple cubain qui subit un embargo terrible, aggravé depuis que Trump est arrivé au pouvoir. Aucune entreprise n'a le droit de travailler à Cuba si elle veut travailler aux États-Unis ensuite. Elles sont toutes sanctionnées, à tel point qu'il y a à Cuba beaucoup de touristes français, par exemple, mais aucune banque française, parce qu'elles ne veulent pas s'installer à Cuba de peur de l'embargo américain. Par contre, les banques françaises, vous les trouverez à quelques centaines de kilomètres aux îles Caïmans, dans un paradis fiscal bien connu. Là, par contre, elles ont pignon sur rue. Bref, cet embargo américain à l'encontre du peuple cubain est inadmissible, et là aussi, nous mènerons campagne contre cet embargo et pour permettre au peuple cubain de retrouver une bulle d'oxygène au moins financière et leur permettre de vivre correctement. Mes chers amis, mes chers camarades, j'étais très content de passer ce moment avec vous. Je voudrais terminer mon propos en ayant un mot aussi pour le journal L'Humanité. Ce journal L'Humanité, nous en avons besoin autant qu'il y a besoin dans ce pays du journal Le Figaro. Je dis ça sans rire, mais ça parce que ça fait partie du débat d'opinion. Parce que si demain le journal L'Humanité n'existait pas, il n'y aurait plus que le journal Le Figaro. Et là, ça n'irait pas. C'est bien pour ça que ce journal a besoin de tout notre soutien. Je vous invite à vous abonner, à lire quotidiennement L'Humanité, que ce soit par voie électronique ou en version papier, parce que en même temps, ça nous met à chaque fois des graines dans les têtes, et ensuite, eh bien, ces graines, nous pouvons les arroser pour les faire pousser, et c'est comme ça que nous donnerons de l'espoir à notre pays. Et cet espoir, nous l'aurons aussi avec un parti communiste français plus fort.
Et c'est pour ça que je me permettrai d'inviter celles et ceux qui sont là aujourd'hui, qui ont passé une belle journée et qui m'ont écouté, et bien d'adhérer au Parti communiste français si ce n'est pas encore fait. Parce que plus le Parti communiste français sera fort, plus nous serons nombreux dans ce pays à porter l'espoir d'un changement avec l'humain et la planète d'abord au cœur de notre programme, plus nous aurons de chances de le faire gagner, plus nous serons le ciment du rassemblement de la gauche. Et c'est pour cela que nous avons besoin de beaucoup d'adhérents au Parti communiste français pour défendre le monde du travail, pour défendre la solidarité internationale, pour défendre la paix, pour mettre l'humain au cœur de tous nos choix. Adhérez au Parti communiste français et la victoire se rapproche. Merci beaucoup. Alors merci Fabien, moi j'ai tout compris, hein. Je sais pas vous, mais en tout cas c'était vraiment très clair. Donc évidemment il y a des abonneurs de l'UMA qui circulent encore dans la fête. Ils proposent le premier abonnement à 50%, voilà, pour ceux qui veulent découvrir l'UMA qui ne le connaissent pas. N'hésitez pas à aller les voir, ils sont là pour ça. Merci à vous toutes et à vous tous. Et on va chanter, voilà, c'est normal traditionnellement. Il est le moment de lever le poing et chanter l'Internationale.